Vous connaissez l'histoire du marathonien qui a disparu pendant la course et on ne l'a retrouvé que 54 ans plus tard? Et celle du nageur qui gagne toutes les courses grâce à sa moustache? Ou celle de l'autre nageur qui ne savait pas nager? Et aussi celle de Dark Vador qui est champion olympique? On en a plein des histoires comme ça. Toutes ces petites histoires qui jalonnent la grande histoire des Jeux Olympiques. Podcast Story. Le marathonien qui disparaît, c'est pendant les Jeux de Stockholm en 1912. Un marathon particulièrement difficile car il fait très chaud ce jour-là et plus de la moitié des concurrents vont abandonner. On vivra même un drame quand le Portugais Francisco Lazaro meurt à l'hôpital victime d'une insolation. Notre héros, lui, est japonais. Il se nomme Shizo Kanakuri. Il prend le départ et disparaît. Il ne franchit pas la ligne d'arrivée et on ne le compte pas parmi ceux qui ont abandonné. Où est-il? La police cherche, on lance des avis, rien. L'histoire devient une rumeur, on parle du disparu de Stockholm, on l'aurait vu dans un bar, errant dans la rue tout seul ou au bras d'une fille. Mais en vrai, rien. Le temps passe, on l'oublie. Il réapparaîtra 54 ans plus tard. Que s'est-il passé? Shizo s'est bien élancé avec les autres. À un moment, épuisé, il a demandé de l'eau à un spectateur qui lui en a donné et lui a même proposé de s'étendre un petit peu sur le lit qui était là pour se reposer. Shizo s'allonge, s'endort et ne se réveille que le lendemain. Pétri de honte, il quitte le pays clandestinement sur un bateau, il rentre au Japon où il se fait plus que discret et se laisse oublier. Mais 54 ans plus tard, alors qu'il a 76 ans, et il faut croire qu'il ruminait l'affaire depuis longtemps, il retourne à Stockholm, il se rend au stade olympique qui est toujours là, il trottine sur la piste et franchit enfin la ligne d'arrivée, un marathon réalisé donc en 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes et 20 secondes. L'histoire de la moustache, c'est celle de Mark Spitz. Mark Spitz, c'est un nageur américain, champion dans les années 70. Un Californien, beau gosse, rigolard, sympa et moustachu. En fait, tiens, il ressemble à Tom Selleck dans Magnum. Il arrive très sûr de lui aux Jeux de Munich en 72. Il a déjà battu des records du monde, il a remporté les Jeux panaméricains, il a gagné 2 médailles aux Jeux olympiques de Mexico, bref, c'est déjà une star de la natation. À Munich, pendant les entraînements, Spitz réalise qu'il est surveillé par les entraîneurs soviétiques. Ils le prennent même en photo quand il fait ses longueurs. Finalement, il se laisse aborder par un de ses entraîneurs qui tente de lui soutirer des informations sur sa technique. Et Mark Spitz a une illumination. Il parle de sa moustache. Oui, c'est sa moustache, sa botte secrète. Quand l'eau s'écoule, elle ne descend pas sur la bouche. La moustache détourne l'eau, il peut donc nager plus bas, il est plus léger et il va plus vite. Et l'année suivante, au championnat du monde de 1973, tous les nageurs soviétiques arborent une moustache. Dark Vador a participé aux Jeux Olympiques. Bon, j'exagère un peu, mais en un sens, ça marche. Bob Anderson est un escrimeur britannique, un maître d'armes. Demi-finaliste au JO d'Helsinki en 1952, champion du monde d'escrime en 50 et 53. Il entraîne aussi l'équipe britannique aux Jeux Olympiques de Tokyo en 64. Et puis, il se recycle et travaille pour le cinéma. On lui doit les chorégraphies de combats célèbres dans des films comme Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. La doublure de Dark Vador pendant les combats au sabre laser dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, c'est lui. C'est Bob Anderson. Donc oui, on peut dire que Dark Vador a fait les JO, ou presque. Le calvaire des Tunisiens.
C'est en 1960, aux Jeux de Rome. La Tunisie a obtenu son indépendance 4 ans plus tôt, en 1956, et le gouvernement tient à briller dans le plus d'épreuves possibles. Et alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il est décidé en haut lieu qu'une équipe devait absolument se présenter au pentathlon moderne avec des épreuves en natation, escrime, équitation, tir et course à pied. 3 athlètes sont désignés. Le problème, certains ne savent pas nager, ou tirer, ou manier une épée, et encore moins monter sur un cheval. Les 3 hommes vont vivre un véritable calvaire. L'un d'entre eux manque de se noyer. Aucun ne parvient à tenir sur un cheval. Un autre tire à quelques pas d'un juge. La seule bonne surprise, c'est en escrime, l'un d'entre eux réalise une bonne performance. Du coup, pour les autres épreuves d'escrime auxquelles ils devaient tous participer, ils trichent et n'envoient que leur camarade qui a marqué des points, le seul qui a quelque chance de s'en sortir. Il porte son masque de protection, personne n'y verra rien. Mais ça ne passe pas. Les juges repèrent l'entourloupe et les Tunisiens sont disqualifiés. Dans le même genre, il y a aussi les Rasta Rockets. C'est un film, mais c'est aussi une véritable histoire de dingue, qui démarre avec une lubie de 2 hommes d'affaires américains. Ils décident de monter une équipe de bobsleigh en Jamaïque. Autrement dit, une épreuve de luge sur glace dans un pays qui n'a jamais vu de luge ou de neige. Pourquoi ces 2 millionnaires se lancent-ils dans une histoire pareille ? Eh bien, selon la légende, ils voyageaient en Jamaïque quand ils ont vu des gosses jouer avec un push-car, vous savez, un genre de caisse à savon sur roue qu'on lance dans les rues en pente. Et voilà, ils se sont dit, les 2 millionnaires, que si les Jamaïcains pouvaient faire ça, ils s'en sortiraient très bien en bobsleigh. Et c'est ainsi que 4 Jamaïcains se sont retrouvés au Canada, à Calgary, pour les Jeux Olympiques d'hiver en 1988. Ils sont accueillis comme des rockstars dans leurs combinaisons vertes et jaunes. Ils mettent de l'ambiance, ils s'amusent, ils rigolent, le public les adore, en redemande. Mais le miracle ne se produit pas. Ils perdent le contrôle de leur engin dans un virage et terminent la course à pied, mais sous les acclamations de la foule. Et une petite dernière. Est-ce que vous vous souvenez d'Eric Moussambani ? C'était en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Eric a 22 ans, il habite en Guinée équatoriale, un petit pays en Afrique de l'Ouest juste en dessous du Cameroun. Un matin, il entend une annonce à la radio, une annonce disant que la Fédération nationale de natation recherche des nageurs. La Guinée est en effet invitée aux Jeux de Sydney par le CIO et il faut des nageurs. Le rendez-vous est donné dans un hôtel. Ils ne sont que 2 à se présenter, et c'est Eric qui est choisi. Bien sûr, il sait nager. Il a appris comme tous les gamins du coin en nageant dans la rivière, mais de là à participer à une compétition internationale, Eric Moussambani peut s'entraîner dans la piscine de l'hôtel tous les matins entre 5h et 6h pour ne pas déranger les clients. Il n'a pas d'entraîneur, bien sûr. Et c'est le départ. 3 jours de voyage pour atteindre Sydney. Eric n'a jamais quitté la Guinée. Une fois sur place, il réalise qu'il manque de tout et ne maîtrise aucune technique. Il a même un vieux short acheté dans une friperie en guise de maillot, ce qui n'est pas réglementaire. Un entraîneur australien lui prête un maillot, des lunettes et lui apprend 2-3 ficelles, mais la coordination bras-jambes, la respiration, le plongeon de départ, il faudra improviser. Le jour de l'épreuve arrive. C'est le 100 mètres, un aller-retour. L'aller se passe bien. Eric donne tout ce qu'il a. C'est le retour qui est compliqué. Il est épuisé. Son corps ne suit pas, ses jambes se figent, il est tétanisé, il se sent couler. Mais la foule hurle, l'encourage. Vous savez, un de ces moments magiques des Jeux Olympiques, le perdant magnifique. Alors, Eric Moussambani trouve encore un peu d'énergie, il repart et il termine la course ovationné. Il aura mis 1 minute 52, ce qui est quand même le double du record du monde. Il est ensuite emporté dans une tornade médiatique qui fait de lui le héros du jour, illustrant à merveille une des phrases les plus célèbres de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux modernes. Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.